Les Zimbabwéens ont voté en masse et dans le calme ce lundi dans le cadre des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe, des scrutins historiques organisés dans un climat de suspicion de fraude. Les Comoriens ont également voté ce lundi dans un climat tendu lors d'un référendum boycotté par l'opposition, un scrutin qui devrait permettre au président Azali Assoumani de se présenter pour un second mandat consécutif. Et puis à Madagascar, les dépôts de candidature pour l'élection présidentielle de 2018 démarrent dès le 1er août et doivent se poursuivre jusqu'au 21 août prochain. Il s'agit de l'annonce faite ce lundi par la Haute Cour constitutionnelle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les Zimbabwéens ont voté en masse et dans le calme ce lundi dans le cadre des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe, des scrutins historiques organisés dans un climat de suspicion de fraude. Au total, 23 candidats sont en lice pour la présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. Reportage. 23 candidats sont en lice pour la présidentielle, mais le scrutin se joue entre l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et l'opposant Nelson Chamisa. Pour ces scrutins historiques, la commission électorale a annoncé une forte participation à la mi-journée. De longues files d'attente s'étaient formées à l'aube devant de nombreux bureaux de vote à Harare. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a voté dans sa ville natale de Kwekwe, dans le centre du pays, s'est félicité que la campagne ait été pacifique, tout comme le vote. Je suis heureux que la campagne ait été pacifique et que le vote aujourd'hui soit aussi pacifique. Je n'ai aucun doute que le processus électoral reste pacifique jusqu'au bout. En début d'après-midi, ce fut au tour de Robert Mugabe, accompagné de son épouse, de voter. Il s'est refusé à tout commentaire, même si la veille, il avait, lors d'une conférence de presse surprise, donné sa voix au leader de l'opposition et appelé les électeurs à faire chuter la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, qui a pour sa part voté à Harare, dit n'avoir aucun doute que son parti est en train de gagner ces élections. Le peuple a parlé, le peuple parle et il est clair que cette élection est une élection pour la victoire, pour la liberté, pour la démocratie, pour un nouveau Zimbabwe, pour une nouvelle direction. Je n'ai aucun doute sur le fait que d'ici la fin de la journée, nous entendions s'exprimer clairement une voix très nette en faveur du changement, une voix très nette en faveur de la nouveauté et de la jeunesse, ce que j'incarne. Le président sortant Emmerson Mnangagwa reste toutefois favori de la présidentielle, mais l'écart entre les deux hommes s'est récemment réduit dans les sondages. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 8 septembre prochain. Et pendant que se déroulaient les premières élections post-Mugabe au Zimbabwe ce lundi, un tribunal sud-africain a invalidé l'immunité diplomatique accordée par le ministère sud-africain des Affaires étrangères à Grace Mugabe en 2017, alors qu'elle était accusée de l'agression d'un jeune mannequin à Johannesburg. Gabriela Engels, on se souvient, disait avoir été frappée par l'ex-première dame du Zimbabwe dans un hôtel UP de Johannesburg. Les détails. En août 2013, Grace Mugabe s'était vu reconnaître une immunité diplomatique par le ministère sud-africain des Affaires étrangères pour échapper à une convocation de la police. La première dame zimbabwéenne était alors accusée de l'agression de Gabriela Engels, jeune mannequin sud-africain qui disait avoir été frappée avec un câble électrique par l'épouse de Robert Mugabe dans un hôtel UP de Johannesburg. Près d'une année plus tard, la justice sud-africaine a jugé cette décision en contradiction avec la Constitution. Un tribunal a estimé ce lundi que l'ex-première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, ne bénéficiait pas de l'immunité diplomatique lors de l'agression de la jeune femme. Grace Mugabe n'a pas commenté cette décision survenue le jour où elle participait aux premières élections générales au Zimbabwe depuis la chute de son époux. Pour l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition en Afrique du Sud qui avait dénoncé une immunité embarrassante et illégale, il s'agit d'un jour important pour la justice et l'état de droit qui démontre que personne n'est au-dessus de la loi. L'avocat de Gabriela Engels a pour sa part estimé que la décision du juge
ouvrait la voie à des poursuites criminelles contre Grace Mugabe. Les Comoriens ont également voté ce lundi dans un climat tendu lors d'un référendum constitutionnel destiné à permettre au président Azali Assoumani de se représenter pour un deuxième mandat consécutif. Ce scrutin, faut-il le rappeler, a été boycotté par l'opposition. Les images. Les opérations de vote ont débuté ce lundi avec près de 2 heures de retard dans la capitale Moroni, en l'absence de matériel électoral, à l'heure théorique de l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, soit 4 heures GMT. Le référendum, dont l'issue fait peu de doutes en raison du boycott de l'opposition, se déroule sous haute tension. Quelques 300 000 Comoriens doivent répondre à la question « Approuvez-vous le projet portant révision de la Constitution du 23 décembre 2001, révisé en 2009 et en 2013 ?» Ce projet renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État et lui permet de se présenter pour un deuxième mandat consécutif de 5 ans, alors que l'actuelle Constitution, qui a permis de ramener un peu de stabilité dans un pays secoué par une longue série de crises séparatistes et de coups d'État, l'interdit. Le texte supprime aussi les postes de vice-président et la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire de l'archipel. Enfin, il fait de l'islam la religion d'État dans ce pays où l'écrasante majorité de la population pratique un islam modéré. Ce lundi, les urnes en plastique ont été saccagées dans 2 bureaux de vote situés dans une école du quartier de Ankounou à Moroni, ont constaté des journalistes. Les bureaux de vote doivent fermer à 16h, soit 13h GMT. Les résultats pourraient être connus dès la nuit de lundi à mardi. À Madagascar, les dépôts de candidature à l'élection présidentielle 2018 démarrent dès le mercredi 1er août et doivent se poursuivre jusqu'au 21 août prochain. Il s'agit de l'annonce faite ce lundi par la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique du pays. Le premier tour de l'élection présidentielle est quant à lui prévu le 7 novembre de cette année. Les candidats à l'élection présidentielle malgache prévue à la fin de cette année doivent déposer leur candidature entre le 1er et le 21 août, pouvait-on lire ce lundi sur le site internet de la Haute Cour constitutionnelle. La plus haute instance juridique du pays a également précisé que la liste officielle des candidats sera arrêtée et publiée au journal officiel de la République au plus tard dimanche 26 août prochain. Le premier tour de la présidentielle sera organisé le 7 novembre et le second tour est prévu le 19 décembre de cette année. Ces dates ont été arrêtées fin juin par le gouvernement du consensus instauré après 2 mois de crise politique à la suite de l'adoption de nouvelles lois électorales controversées qui ont depuis été rétorquées. Des manifestations quotidiennes dans le centre de la capitale réclamant le départ du président Henry ont pris fin avec la formation en juin d'un gouvernement de consensus et l'annonce des dates de la présidentielle. Le président malgache élu en 2013 n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat. En revanche, les 2 frères ennemis de l'opposition, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, qui ont mené la fronde populaire cette année, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à s'engager dans la bataille. Au Maroc, le roi Mohamed VI s'est adressé à son peuple, un discours télévisé durant lequel il a évoqué la question sociale dans le royaume. C'était à l'occasion du 19e anniversaire de son accession au trône. Voici les images. À l'occasion de son 19e anniversaire d'accession au trône, le roi Mohamed VI a exhorté le gouvernement à prendre des mesures sociales afin d'améliorer notamment les secteurs de la santé et d'éducation au sein du royaume. Le monarque a toutefois souligné et salué les efforts déjà entrepris dans ce cadre. Nous estimons que la nouvelle initiative du registre social unique, le RSU, est un début prometteur, susceptible d'induire un accroissement progressif du rendement des programmes sociaux à court et à moyen terme. Ce registre est un système national d'enregistrement des familles qui pourront bénéficier des programmes d'appui social. Par conséquent, j'invite le gouvernement et tous les acteurs concernés à entreprendre une restructuration globale et profonde des programmes et des politiques nationales d'appui et de protection sociale et à soumettre des propositions portant sur leurs modalités d'évaluation.
Le discours a été prononcé dans la ville d'Al Hoceima au nord du Maroc, épicentre d'un mouvement de protestation aux revendications sociales et économiques qui a agité le pays entre 2016 et 2017. Le Maroc est marqué par de criantes inégalités sociales et territoriales sur fond de chômage élevé par les jeunes. En 2017, le pays a été classé 123e sur 188 pays au titre de l'indice de développement humain. En Égypte, l'église copte a annoncé dans un communiqué que la police menait une enquête sur la mort dans des circonstances non élucidées d'un évêque copte. Son corps a été retrouvé hier dimanche dans son monastère au nord-ouest du Caire. Les détails. Des investigations sont en cours pour élucider les circonstances de la mort d'un évêque copte retrouvé sans vie dimanche. Selon une source sécuritaire, le corps du défunt a été retrouvé dans un couloir du monastère avec des blessures à la tête. L'évêque Epiphanius dirigeait le monastère Saint-Marquais de Sété à Wadi El Natroun. Toujours selon cette même source, le corps de l'évêque a été transféré au médecin légiste et une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer s'il s'agit d'une mort naturelle ou d'un meurtre. Les Coptes, minorité chrétienne représentant environ 10% des 97 millions d'habitants en Égypte, ont été particulièrement visés par des attentats. Le 9 avril 2017, en pleine célébration du dimanche des Rameaux, des kamikazes du groupe djihadiste État islamique ont attaqué 2 églises du nord de l'Égypte, à Tanta et à Alessandrie. Les attaques ont fait 45 morts. En décembre 2016 déjà, 29 personnes ont été tuées dans une autre attaque similaire contre une église du Caire. Puis en juin 2017, au moins 28 pèlerins chrétiens ont été tués dans un attentat à la bombe contre leur bus alors qu'ils se rendaient dans un monastère. L'attentat a été revendiqué par l'organisation extrémiste. Hors du continent africain, plus précisément en Indonésie, plus de 500 randonneurs et leurs guides se sont retrouvés bloqués au mont Rinjani, site touristique populaire sur l'île de Lombok. Ceci au lendemain d'un puissant séisme meurtrier survenu hier dimanche dans la région. Reportage. 560 personnes se sont retrouvées bloquées au mont Rinjani à la suite de glissements de terrain consécutifs au tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a frappé l'île de Lombok. 500 sont dans la zone du lac Segara Anakan et 60 au Batu Seper. Parmi les randonneurs, de nombreux étrangers, notamment des Français, des Allemands, des Néerlandais, des Américains ou encore des Thaïlandais. Des hélicoptères et des équipes de secours à pied ont été déployés pour les évacuer. Le tremblement de terre a fait au moins 16 morts et plus de 160 blessés. Des centaines de maisons ont également été détruites, provoquant des scènes de panique, les habitants comme les occupants des hôtels s'étant précipités à l'extérieur. La secousse a été ressentie sur les petites îles de Gili, des destinations touristiques populaires au large de Lombok ainsi qu'à Bali. Des hélicoptères de l'armée ont largué de la nourriture et des boissons dans plusieurs endroits de la montagne afin d'approvisionner les randonneurs bloqués. Selon le plan d'évacuation des autorités, les opérations de secours au mont Rinjani devraient durer au moins jusqu'à mardi. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.